Au moins, il y aura l'alternance. Quelle alternance? C'est pas d'alternance. L'alternance, c'est pas les personnes. L'alternance, c'est au sein d'une famille politique. En France, entre 58 et 81, il n'y a pas eu d'alternance. Mais il y a eu changement de président. On est passé de De Gaulle à Giscard, à compagnie, à Pompidou entre-temps. Donc l'alternance, c'est lorsqu'on change d'orientation politique. D'ailleurs, je veux bien savoir, M. Nzan Mathias, quelle alternance il apporterait? Qu'est-ce qu'il pense de différent de M. Sassou? Il faut bien qu'il nous l'explique aussi. Vous avez une idée de Modeste Boukadia? Je connais Modeste Boukadia. Il aussi intervient. La diaspora aussi. Je le connais très bien. Oui. Oui, il intervient aussi pour dire que non, cette veste-là, c'est-à-dire la Constitution, est taillée sur mesure. Oui. Ça suffit au président de la République. Oui. Quand il arbore ce costume-là, ça lui suffit. Il ne faut pas le reviser, il faut le laisser comme ça. Mais je pense que sur ce point-là, Modeste Boukadia, qui est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime, se trompe. Je pense qu'il se trompe. Je pense que sur ce point-là, il se trompe. Alors, dernière phrase de Vivien Manangou. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la Constitution du 20 janvier? On doit réviser, parce qu'elle est mauvaise, mais on doit réviser les points qui ne fonctionnent pas les points qui fonctionnent. C'est-à-dire, quels sont les points qui ne fonctionnent pas? Les points qui ne fonctionnent pas. Les points qui fonctionnent, il y en a un fondamentalement, c'est la compétence du chef de l'État sur le plan international. La capacité diplomatique du président de la République est avérée. Le Congo est un petit pays qui a une diplomatie assez puissante. Il faut le reconnaître. Ça serait de mauvaise foi de ne pas le dire. Mais tout le reste ne fonctionne pas. Les rapports pouvoir législatif ne fonctionnent pas. Les libertés publiques ne sont pas véritablement garanties. Tous ces éléments sont les éléments à réviser. Et puis il y a un élément essentiel, moi je pense qu'il faut peut-être constitutionnaliser, c'est la CONEL. Hein, c'est n'importe quoi là, c'est un bordel pas possible là. Hein, tous les matins on change de membre. Bien sûr, on change de membre, le lendemain matin on change de composition, l'UPADES rentre pas, on ne sait pas. Il faut constitutionnaliser une commission électorale véritablement indépendante, à mon avis qu'on devrait laisser au prélat, à la société civile, hein, qui serait là, et ça doit être dans le test sacré qui est la Constitution. Encore, quand il dit on va peut-être y revenir avec ça c'est une autre question. Les autres intervenants. Merci. En attendant qu'on reçoive donc Eric Abiv. Eric Abiv peut donc, nous disons merci à Tif Tivongo. Eric Abiv va aborder avec vous le recensement administratif spécial. Quel impact sur le système électoral congolais? Bien évidemment, on va revenir sur la Constitution, etc. Eric Abiv. Justement, je vais devoir conférer avec vous sur le recensement administratif spécial, quel impact sur le processus électoral congolais. Mais avant d'y arriver, tout à l'heure je vous ai suivi, vous avez dit qu'au Congo-Brazzaville, les élections ne sont pas libres et transparentes. Est-ce que vous aviez eu à parcourir la brochure écrite par Mavungu Zinga sur le vademecum du parfait tricheur, ou comment tricher facilement au Congo, puisque dans cette brochure, il décrit comment on triche au Congo avant, après et pendant les élections. Non, pas encore. J'ai eu la chance de suivre votre émission sur la Solette et j'ai vu monsieur l'honorable Mabio présenter sa brochure. Je pense que c'est un travail correct puisque lui-même a été candidat à plusieurs reprises, donc il doit savoir en gros quelles sont les manières par lesquelles procèdent les tricheurs. Mais quoi qu'il en soit, si l'initiative de l'honorable Mabio peut être saluée, il n'en demeure pas moins qu'il est membre du RDPS, donc parti allié au pouvoir, et que c'est le pouvoir qui triche. Donc il y a là une certaine incohérence à brandir des brochures, hein, parfait machin du tricheur, alors qu'on est amis, copains avec ceux qui trichent. C'est comme si vous hébergez un voleur chez vous et vous dites attention, là-bas il y a les voleurs. Mais bah, le voleur, cher ami, il est chez vous. Mais puisque parfois il faut marcher avec le voleur pour comprendre le voleur. On ne marche pas avec le voleur. Lorsqu'on a des principes, on s'en tient. En meurt de femme, on s'en tient. Ça s'appelle, chère madame, la dignité. Alors venons-en au recensement administratif spécial. Vous êtes basé en France et certainement que depuis la France, vous avez suivi la concertation politique de Dolizy. Et cette concertation a débouché sur un certain nombre de recommandations. Quelle a été votre lecture suite à ces différentes recommandations qui vont désormais poser les jalons, ou ce rendez-vous qui a posé les jalons d'une élection transparente, libre au Congo? Moi, vous savez, les petites réunions sur les coins de table, moi, j'y crois pas beaucoup. J'y crois pas. On a fait Evo, rappelez-vous. Nous, on a été les dindons de la farce de cet Evo-là. Hein, on nous a dit, cette fois-ci, ça sera très bien, les maires ne seront plus responsables des élections. Finalement... Vous n'avez pris pas? Ah non, mais vous savez, je suis un républicain, un légaliste. Lorsqu'il y a des dispositions réglementaires ou législatives qui sont adoptées dans les pays, moi, j'y souscris, je les respecte. Moi,
savez, je ne fais pas la politique pour m'amuser. Moi, je fais la politique pour un jour commander ce pays. C'est un objectif que j'ai. Et il y a un adage célèbre qui dit, lorsqu'on veut commander, il faut accepter d'être commandé. Ça veut dire que s'il y a des gens qui prennent des lois, moi j'y étais pas, mais une fois que ces lois sont adoptées, il faut que je les respecte en tant que Congolais. Sinon, ça veut dire que je suis moi-même hors la loi. Et le jour où moi je serai chef de l'État, ou chef de gouvernement, ce que je préfère, comment je dirais aux autres, respecter les lois, si moi-même quand j'étais dans l'opposition, je ne les respectais pas. Vous voyez, donc il faut être responsable lorsqu'on veut, lorsqu'on aspire à des hautes fonctions publiques. Mais ceci étant dit, Evo n'a rien apporté, que croyez-vous que Dolisie apportera? Tout ça, c'est pas sérieux. Enfin, et puis, ça fout un bordel pas possible. Là, on aurait eu des aides locales, on va plus les avoir, c'est décalé de 6 mois. Ça s'appelle le droit dérogatoire, c'est-à-dire le droit dérogatoire qui prend le pas sur le fonctionnement régulier des institutions. Et pour quels résultats? Des résultats minables. Alors, mais je ne veux pas être trop sévère, je considère qu'on a lancé un recensement, ça vient de commencer. Dire qu'il sera mauvais ce recensement, c'est être aussi de mauvaise foi. Attendons la fin du recensement, attendons véritablement les résultats du recensement pour dire s'il y a eu véritablement des avancées au niveau de Dolisie. Mais comprenez-moi, chère madame, l'expérience m'oriente plutôt à penser que les choses se passeront encore comme d'habitude, malheureusement. On ne sait pas que vous êtes trop pessimiste. Vous savez, lorsqu'on a divorcé 4 fois, on ne croit plus au mariage. Alors, le recensement administratif spécial venait d'être lancé le 6 août dernier. Est-ce que vous vous êtes déjà fait recenser comme pour accomplir votre acte citoyen? Non, pas encore, parce qu'ils ne sont pas encore arrivés chez nous. Dans notre, vous savez, moi je suis de Tchétché, nous sommes souvent les derniers sur la liste, mais les agents recenseurs arriveront. Comme je vous ai dit, je suis respectueux des dispositions réglementaires et lorsque je m'y plierai évidemment comme tous les citoyens, même si je le rappelle encore que ce n'est pas facile d'avoir une pièce d'identité au Congo. Même lorsqu'on est, il s'agit d'un problème plutôt privé que je ne vais pas ici dire, mais je vais simplement dire qu'il faut que les autorités fassent tout pour que les Congolais aient leur pièce d'identité. J'en fais partie. Je pense que je suis un Congolais. J'ai été boursier, j'ai reçu la bourse du Congo en faisant mes études en France. On ne va pas m'expliquer aujourd'hui que je n'ai pas droit à une pièce d'identité. Enfin, c'est aberrant. Ça veut dire que le Congo a mis l'argent sur quelqu'un à qui il ne croit pas. C'est incroyable. Je vais sortir un peu de votre sous-thème Eric Habib pour aborder évidemment ce que vous venez de dire. Vous avez reçu la bourse du Congo pour aller étudier en France? Non, je n'ai pas reçu la bourse du Congo pour l'étudier. J'ai bénéficié de la bourse du Congo en France lorsque j'étais en 3e année. Lorsque vous étiez en 3e année. Alors, parlez-nous un peu des Congolais étudiants en France. Comment ils se comportent? Est-ce que la majorité suit bien leur parcours? On aura un véritable problème dans les années à venir. C'est-à-dire qu'avant, on avait 2 facteurs importants qui faisaient que le Congo ait de nombreux cadres. Nous avions l'université Maringouabi et les écoles annexes qui formaient des cadres. Véritablement, nous avons des très bons cadres qui ont été formés au Congo. On n'a rien à pâlir avec les autres. Très bien, mais c'est une génération qui est en train de passer. Et puis, nous avions un lot de Congolais qui allaient étudier à l'extérieur et qui faisaient correctement leurs études. Et puis, ce qui expliquait qu'on ait beaucoup de cadres à foison, dont certains n'étaient même pas utilisés. Bon, aujourd'hui, les 2 facteurs se sont renversés. Maringouabi ne forme plus. Quand vous voyez les têtes de cadres aujourd'hui, c'est une blague. Une supercherie. Et puis ceux qui vont en Europe ne vont pas à l'école. Sur 100 étudiants congolais qui vont à l'extérieur, je pense qu'il y a malheureusement 10 ou 15 qui vont à l'école. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que la réalité est évidemment très difficile. La première chose, c'est que généralement, ils ont un mauvais niveau. Le niveau est bas et lorsqu'ils arrivent en première année dans les facultés, ils ne s'en sortent pas. Ils font la première année, ils ont 2 de moyenne, ils reviennent la 2e année 2 de moyenne, et ils vont travailler, ils vont faire autre chose. Et malheureusement, il n'y a pas véritablement d'assistance des pouvoirs publics. On ne tient pas de listing pour savoir, on a quelques étudiants inscrits là, comment on fait pour les aider, pour les encadrer. Mais ces gens-là, c'est l'avenir du Congo de demain. Mais le problème, c'est que je pense que le gouvernement ne fait pas le pari de l'éducation. C'est ça le vrai problème. Vous êtes professeur d'université? Je ne suis pas professeur d'université, je suis enseignant contractuel. Je n'ai pas le titre de professeur. Vous n'avez pas encore je l'aurai peut-être un jour. Vous enseignez à l'université, c'est ce que je veux dire. Oui. Est-ce que dans votre expérience professionnelle, vous avez eu à enseigner quelques Congolais? Oui, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à mon plus grand regret, ce n'était pas les plus bruyants, mais c'est déjà arrivé, bien sûr. Ils n'étaient pas les plus bruyants? Non, malheureusement. Eric Habib, vous pouvez revenir sur votre sous-thème, c'était juste une parenthèse. Sur le recensement administratif spécial, justement, puisque ça a commencé, est-ce qu'on peut dire que le recensement administratif spécial aura un impact sur le processus électoral congolais?
Normalement, oui, ça permettrait d'avoir une idée réelle du fichier électoral. Vous savez que le fichier électoral, c'est essentiel. On ne peut pas aller à une élection lorsqu'on ne maîtrise pas le corps électoral. Donc normalement, oui. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. Il y a des problèmes plus importants encore. Par exemple, les élections au Congo sont fondées sur deux inégalités. La première, c'est une inégalité de droit. C'est-à-dire que vous avez une CONEL qui, au fond, est au service du pouvoir. Vous avez l'administration qui se met presque au service des candidats du PCT. C'est une inégalité de droit. La deuxième inégalité est une inégalité de fait. Il n'y a que eux qui ont l'argent. Où est-ce qu'ils trouvent l'argent pour faire campagne? Est-ce qu'ils trouvent l'argent pour faire campagne? Vous voyez des élections où quelqu'un, dans une petite circonscription, dépense 100 millions. Candidat, je ne sais pas où, dans la Buenza, ou petite circonscription de 30 000 personnes, il dépense 100 millions, 80 millions. Vous voyez, c'est insolent. Il faut des armes juridiques pour empêcher ce genre de situation. Tant que nous n'aurons pas véritablement des armes, même avec le fichier électoral que vous voulez, étant donné l'inculture de nos peuples, ça, il faut le souligner aussi. Il y a beaucoup d'analphabètes au Congo, notamment dans les coins reculés, ou des gens qui sont plutôt ancrés dans certaines réalités ethniques. Parce que le tribalisme est le résultat de l'inculture. Quelqu'un de cultivé ne peut pas être tribal. Sinon, c'est un imbécile. Alors ça, je le dis clairement. Tous ceux qui sont des tribalistes au Congo sont des imbéciles. Et j'attends qu'on me fasse un procès. Parce que lorsqu'on est quelqu'un de sensé, d'intelligent, on ne peut pas être tribal. C'est pas possible. Bon, très bien. Et vous voyez que le vote est tribal, on met de l'argent comme ça. Il faut trouver des moyens d'encadrer tout ça. Sinon, le recensement administratif, on en fera 50. Finalement, on tombera dans les mêmes travers. Après le recensement administratif, va intervenir bien évidemment l'élection municipale ou les locales. Alors, est-ce que Vivien Manangou sera candidat au local? Nous avons décidé avec tous les amis qui m'accompagnent de ne pas nous présenter aux élections locales. Pour une raison très simple, c'est que les conditions politiques aujourd'hui ne me paraissent pas réunies pour aller à une élection. Il y a eu, comme je vous le dis, il y a un an, une parodie d'élection à Tchétché où les candidats PCT ont obtenu dans notre circonscription près de 26 000 voix. 26 000 voix. Tout le monde sait comment les gens ont voté. Hein. Donc pour avoir 26 000 voix dans un arrondissement, il faut être... très bien. Et les élections locales, c'est à la proportionnelle. Quel a été le changement majeur qui va expliquer que les mêmes travers d'il y a un an ne se reproduisent pas 15 mois plus tard? Vous savez, moi je ne fais pas la politique pour les postes. Si je faisais la politique pour les postes, j'en obtiendrais et des postes importants. J'en ai eu et reçu des propositions. Ah bon? Oui, bien sûr. Et comme tous les Congolais, j'imagine. Et je ne fais pas la politique pour ça. Je fais la politique pour des convictions. Lorsque je pense que là, il n'y a pas les conditions politiques, j'y vais pas. Et donc, avec les amis, nous n'irons pas aux élections municipales parce que les conditions politiques ne sont pas réunies. Pour vous, les conditions politiques, c'est quoi? Parce qu'à Tchétché, il n'y aura que 11 conseillers. Vous pensez que dans les 11, vous ne pouvez pas vous retrouver? Non. Moi, je considère qu'à Tchétché, je suis le plus populaire. Parce que vous ne croyez pas à la transparence? Non, j'y crois pas. Je considère qu'à Tchétché, puisque je suis le seul à avoir fait campagne sur donner d'argent, et je suis arrivé 4e, sans avoir donné un sou. Donc, ça veut dire que, et malgré tous les tripatouillages qu'il y a pu se faire. Mais la question, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit, aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut aller à une élection libre et transparente si les erreurs d'il y a un an n'ont pas été corrigées. C'est simple, clair et limpide. Erika, 2 minutes, on va aborder le dernier sous-thème. Tout à l'heure, on parlait des élections locales qui pointent à l'horizon, qui ont été d'ailleurs reportées puisque c'était prévu en juillet dernier. Et vous qui êtes un homme de droit, et que dit la Constitution justement, puisqu'il y a comme vacances de pouvoir, mais les élus locaux sont encore là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que dit la Constitution? Mais justement, le problème, c'est que nous avons la Constitution congolaise, il y a quelque chose de... C'est pour ça que j'ai parlé de ce qu'on appelle la déconstitutionnalisation. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui consiste à renvoyer à des lois des faits constitutionnels. Vous verrez que dans la Constitution congolaise, c'est valable pour le Conseil supérieur de la communication, c'est valable pour les collectivités locales. La Constitution renvoie à des dispositions législatives. Là, en l'occurrence, c'est les dispositions législatives qui organisent la vacance de pouvoir. Donc vous voyez que la Constitution, de ce point de vue-là, il faut mettre un cadre spécifique de la décentralisation dans la Constitution. Ce que faisait parfaitement la Constitution de 92. Il y avait un titre entier sur la décentralisation, il y avait une dizaine d'articles qui parlaient de tout ça, tous ces éléments-là. Notre Constitution, elle n'existe pas. On vous dit à peine que voilà, les autorités élues, ainsi élues restant en place en attendant la mise en place des nouvelles instances élues. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne provoque pas les situations exceptionnelles. C'est celle-ci. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en balbutie, c'est une circulaire du ministre
Une circulaire du ministre qui met fin au mandat des autorités élues. Une circulaire qui met fin à l'expression du peuple. Vous imaginez? Vous imaginez? Le ministre dans son bureau, pam, 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 paf, vous n'avez plus de valeur. Alors que vous avez été élu, enfin, soi-disant élu. Vous voyez bien que là, il y a un véritable problème et il est temps que nous clarifions la décentralisation, que nous mettions en place un statut de la décentralisation. C'est important, pourquoi? D'ailleurs, dans la fameuse réforme constitutionnelle, il faut le faire. Pourquoi? Parce que la décentralisation, disait Tocqueville, quand il allait aux États-Unis, il a expliqué qu'aux États-Unis, il y avait deux choses qui expliquaient qu'il n'y ait pas de dictature. C'est la décentralisation et la liberté de la presse. Donc, société civile, presse et décentralisation. Ce sont ces éléments qui faisaient qu'aux États-Unis, qu'il n'y ait pas de dictature. Vous comprenez? Chez nous, la presse est bâillonnée, la décentralisation n'existe pas. Dans quel régime nous sommes? La décentralisation n'existe pas, vous dites. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous, au niveau de communes, qu'il y ait des maires, par exemple, élus ou quoi? Est-ce qu'il est normal qu'à Tchétché, où vivent plus de 300 000 personnes, le maire soit un administrateur maire choisi par le ministre de l'Intérieur sans concerter qui que ce soit? Plus de 300 000 personnes. Est-ce que ces 300 000 personnes n'ont pas le droit de choisir qui va être leur guide? Et je vais plus loin. Je pense que le maire de Pointe-Noire doit être élu au suffrage universel direct de tous les habitants de Pointe-Noire. Pas par les conseillers. Non. Parce que par le conseiller, ça fait appel au vagabondage. Ça fait appel au vagabondage politique, au clientélisme. On sait comment ça se passe. Il faut que tous les habitants de Pointe-Noire aient la possibilité de choisir leur maire. Ça se fait à Rome actuellement. Et ça se fait très bien. D'ailleurs, au Sénégal, il y a un projet de loi qui a été déposé pour que les maires des villes de plus de 100 000 habitants soient élus. Plus d'1 million d'habitants à Pointe-Noire. On voudrait participer à la gestion locale, non pas retrouver des gens qu'on ne connaît pas, qui seraient premiers adjoints au maire. Alors, est-ce que dernière question, Eric Abif. Le recensement administratif spécial n'est qu'une façade, en fait, qui cache là un agenda? Non, je n'ai pas pour habitude de juger hâtivement. Je vous dis, laissons le recensement se faire, nous verrons bien quels seront les résultats. Mais permettez-moi d'en douter l'effectivité. Merci beaucoup, Eric Abif. Merci, Vivien Manangou. Nous allons recevoir Antoine Dustel-Mbama pour le dernier sous-thème. Antoine Dustel qui va aborder le sous-thème sur le rôle du chef de l'État dans le règlement des conflits au niveau de la sous-région. Antoine Dustel-Mbama. Monsieur Manangou, avant d'y arriver, alors, quelle appréciation faites-vous du PCT qui a avalé la plupart des formations politiques? Est-ce que c'est de la démocratie ou alors... C'est de la démocratie. Contrairement à ce que les gens disent, c'est de la démocratie. Moi, je pensais que c'était une mauvaise stratégie. Et je l'ai dit à M. Ibovi François, que c'était une mauvaise stratégie. Et je l'ai dit. Il est membre du bureau politique PCT, j'ai discuté une fois avec lui en France. Et je lui ai dit que c'était une mauvaise stratégie. Parce que je considère que les petits partis font respirer la démocratie dans ce sens où ils ont leur spécificité. Je pense qu'agir n'était pas totalement le PCT. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on avait plus de chances de voir des petits jeunes. On a vu des petits jeunes. Mon ami Gislam Boulou, qui à Agir était membre du bureau politique et qui au PCT est rien du tout. Vous comprenez? Donc on a tué des jeunes qui s'engageaient dans la politique, qui pouvaient exprimer des idées en venant se mettre dans le PCT. Et bien là, ils sont tombés sur bas pour nous, enfin, des dinosaures quoi, vous voyez. Et là, ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. C'est fini. Vous ne verrez plus une génération de politiques monter. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés s'allier aux vieux qui sont aux affaires depuis 2000 ans et qui veulent y rester à tout prix. Et ça a été mauvais pour l'image, pour la responsable démocratie. Mais c'est démocratique, évidemment. L'UMP a été créé sur quelle base? L'UMP a été créé sur la base du rassemblement. Vous avez l'UDF, le DL, le Parti démocrate chrétien. Ces partis ont été fusionnés dans l'UMP. La procédure est démocratique. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est cette facilité à avaler des jeunes dirigeants, des jeunes cadres qui devraient émerger. Nous avons besoin des jeunes, que les jeunes s'engagent en politique. Notamment jeunesse à mouvement. Notamment, le cas typique de Jean-François Kando, je le dis à qui veut m'entendre. Moi, la Jeunesse au mouvement était un parti prometteur. Jeune parti prometteur, évidemment. On avait besoin de jeunes partis de ce type qui portaient une voix nouvelle. Est-ce que Jeunesse en mouvement avait besoin de se faire avaler par le PCT? Finalement, pour porter quel message? Et finalement, en opposant, je me dis c'est pas plus mal. Ça nous laisse à nous, on va dire une voix. Jeunesse en mouvement, en allant au PCT, tout comme les autres partis. Il nous laisse à nous une voie royale que nous allons exploiter. Est-ce que pour vous, Jean-François Kando serait quand même un bon opposant qui peut faire l'affaire des jeunes? Jean-François Kando aurait été un bon opposant. Je pense que Jean-François Kando a sa place dans une vraie opposition, pas dans les histoires du PCT.
Parce que dans les histoires du PCT, il bloque la porte à l'avenir. Il a fait une grosse connerie. À mon avis, il doit s'en rendre compte. Il le sait, je pense. Je ne le connais pas, mais je pense qu'il le sait. Est-ce qu'au Congo, il y a véritablement un parti national? Non, il y a des partis ethniques. Il y a le PCT qui peut être un parti national. Là encore, il faut dire les choses honnêtement. Le PCT a l'avantage d'avoir été le parti unique. Et donc le PCT avait des militants partout dans le pays. Moi, je connais des gens dans les coins reculés de Le Poule, dans la Bouéza, qui sont des fervents militants du PCT. Et même l'alternance de 92 n'a rien changé. Donc le PCT, je pense, aujourd'hui, est le seul parti national. Malheureusement. Ceux qui s'y trouvent aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est par conviction ou par simple... Ceux qui s'y trouvent aujourd'hui, pour la majorité d'entre eux, ils sont là parce que c'est des opportunistes. C'est des gens qui veulent gagner de l'argent. Je parlais encore avec un ami avant-hier, un homme d'affaires, qui n'aime rien de ce que fait le PCT, mais qui me disait « j'ai pas le choix ». Alors aujourd'hui, en dehors du PCT, Antoine Dussel-Mbama fait bien de parler du PCT, on a parlé de jeunesse en moment. Est-ce que vous suivez l'actualité politique au niveau de l'UPADES? L'UPADES qui est allé au Congrès, mais ce même Congrès est boudé, on ne comprend pas cette cacophonie. Comment vous analysez la situation? Mais parce que je pense que l'UPADES, comme le MCDD, comme le RDP, sont des partis morts. Ce sont des partis morts vivants. C'est-à-dire vous avez l'impression qu'ils vivent, mais c'est des morts. Hein, voilà, c'est tout. Vous n'avez pas l'impression qu'on vit la même chose, on a vécu la même chose au RDPS avec Babio et compagnie, qu'on a vécu la même chose à l'UPADES aujourd'hui, là le MCDD est divisé, vous n'avez pas... Mais voilà, mais pour une raison très simple, je me demande pourquoi ils ne comprennent pas ces gens-là. Pour quelle raison? Eh bien c'est très simple, ces partis ont été créés sur la base d'un leadership fort. Le RDPS n'existe pas sans Jean-Pierre Tistertika. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas rêver. Ceux qui rêvent se trompent. L'UPADES sans Lissouba n'existe pas, c'est une connerie. Le MCDD sans Kolela n'existe pas. Ça veut dire que le PCT sans Sassou n'existera pas demain. Même avec Sassou, il n'existe pas déjà. C'est une guerre de tranchées, le PCT. C'est des gens qui se regardent avec des armes en chien de faïence. Qu'est-ce que vous croyez? Un parti politique, c'est une famille. Vous croyez que le PCT, c'est une famille? Personne n'aime personne. Ils sont là parce qu'il y a, comme eux-mêmes ils disent, le Nzoko. Hein? Bon, tout le monde se sert. Mais qui aime qui au PCT? Moi, j'en connais beaucoup des responsables du PCT. Quand je discute avec eux, ils ne passent pas 2 minutes sans qu'ils me disent « Mais l'autre, c'est un vrai charlot ». Enfin, vous voyez l'état d'esprit des gens. Donc, le jour où le président Sassou ne sera plus là, je veux bien vous